Secrète Planète. Des rencontres et des explorations aux quatre coins du monde. Expédition extrême. Trek au long cours. L'agence Secrète Planète vous invite à voyager et à partager une expérience. Bienvenue dans cette webconférence sur le trek extraordinaire au Népal. Écoutez, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Ducoing, en charge de l'Himalaya, donc du Népal et de toute l'Amérique latine chez Tamera Voyage, voyage d'aventure, et Expedition Unlimited aussi, c'est-à-dire qu'on propose des expéditions via la marque sœur Expedition Unlimited à 6 et 7 000 mètres, voire 8 000 mètres. On va partir à l'aventure. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous présenter des treks vraiment hors normes, hein. Donc, on a fait déjà plusieurs conférences sur le Népal. On a les classiques en lodge. Et là, l'idée, c'est de vous présenter des treks qui sont longs, qui font 3 semaines minimum, voire beaucoup, beaucoup plus. Et donc, avec une logistique sous tente, qui sont très, très peu empruntées et que presque personne ne fait. Alors, on resitue le Népal. Quelques mots très rapides. Ce pays d'Asie où passe la chaîne himalayenne de quasiment 1700 km de long, le long de la chaîne himalayenne, coincé entre deux géants que sont la Chine et l'Inde. Et ça a un grand impact géopolitique, comme on peut le voir d'ailleurs en ce moment. Il y a eu beaucoup d'événements récemment au Népal. Ce pays a vu traverser la royauté, la démocratie, une guerre civile, un tremblement de terre, et ça continue puisqu'il y a quelques semaines à peine, des manifestants ont renversé le gouvernement, et du coup, pour l'heure d'aujourd'hui, nous avons une Premier ministre par intérim et des élections qui sont fixées au 5 mars. J'en profite pour faire un peu de pub. Voici le dernier livre que j'ai pu faire et qui vient de sortir aux éditions Glénat, qui propose une douzaine, voire un peu plus, 14 treks différents. Donc voilà, c'est le fruit de 30 ans d'aventure là-bas, puisque j'ai eu la chance d'accompagner des treks pour Terre d'Aventure pendant 10 ans, à Libère pendant 8 ans, du temps où les Français, les accompagnateurs français allaient dans le pays. Et maintenant, ce temps n'existe plus puisque nous avons des accompagnateurs népalais francophones. Et en tout cas, ça a été une belle époque qui m'a permis d'arpenter tous les sentiers, plus de faire des voyages de reconnaissance. Est sorti ce beau livre cet automne chez Glénat, donc une super idée de cadeau pour Noël. Voilà, on a fait la pub, on est content. Nous allons aborder 4 régions spécifiques. Donc, on a sélectionné 4 treks dans la région des Annapurna, qu'on peut voir ici, Annapurna Dholagiri, dans la région de l'Everest aussi. Donc, voilà, ce sont 2 régions où nous avons des trekkings d'habitude classiques et on vous propose maintenant hors des sentiers battus. La région du Makalu, qui est juste là, coincée entre l'Everest et le Kanchenjunga, qui est déjà en elle-même assez peu visitée, et la région du Dolpo, que vous connaissez sûrement, et on a essayé de trouver, on est toujours à l'affût pour avoir des itinéraires d'envergure, et le Dolpo fait partie de ces pays où il y a encore temps d'aller avant que les routes ne parsèment toute la région et nous fassent visiter le Dolpo en voiture et puis à pied. Alors voici le programme, voici le menu. L'Annapurna par les hauts cols. De l'Everest au Makalu par le Sherpani Col, le camp de base du Lumba Sumba, donc là, à partir du Makalu vers le Kanch, et enfin la boucle du Hodolpo. Le dernier trek extraordinaire, évidemment, et pas des moindres, c'est la grande traversée du Népal, on l'a gardé pour la fin. Donc on commence par Annapurna par les hauts cols. Alors pour vous dire que le tour des Annapurna, qui est un trek mythique, hein, depuis déjà les premiers ascensionnistes, hein, que sont Herzog, Lachenal et toute la bande de Français qui ont réussi à l'époque le premier 8000. Depuis, il y a une aura autour de ce grand tour des Annapurna, et on partait à une certaine époque, justement, il y a une trentaine d'années, faire le tour classique par le Torong Pass, et ça durait 3 semaines. Maintenant, la Kaligandaki, il y a une route tout du long. Il y a aussi une route jusqu'à Manang.
Faire un tour classique en lodge des Annapurna devient compliqué, mais toujours possible, en passant par le lac Tilicho, en faisant quelques détours. Et là, on a imaginé une boucle qui nous fasse renouer avec la tradition des camps, comme un tour des Annapurna il y a 40 ans. Donc pour le coup, on a réinventé cet itinéraire donc en 29 jours, en lodge parfois, mais surtout en bivouac. Donc avec évidemment des panoramas incroyables sur l'Annapurna et le Machapuchare, parfois aussi le Manaslu, mais beaucoup d'autres sommets évidemment, hein. On passe par trois cols. Le Namunla qui n'est pas si haut, mais c'est le premier et il n'est pas si facile que ça. Le Kangla à côté des villages de Narefu. Et enfin, au lieu de sortir par le Torong Pass, on sort par le Mesokantola. Et on traverse des villages Gurung et tibétains, donc le village Gurung de Sikles, et puis les villages tibétains de Fou et de Nar. On peut aller de ce côté-là en lodge. Et enfin, évidemment, on passe par le fameux lac Tilicho. Donc voici une carte hein, qui en dira beaucoup plus. Le début se fait par Tara Hilltop, donc vraiment tout au sud, là, au sud du Machapuchare. On a un premier camp à Tara Hilltop qui est absolument magnifique. Et après, on enchaîne vers Sikles qui est relié par la route. Et enfin, là, la partie entre Sikles et Timang par le Namunla est totalement hors des sentiers battus, très compliqué, très difficile à trouver, mais avec des bivouacs absolument extraordinaires. Ça promet des petits déjeuners de folie devant le Machapuchare, le Lamjung Himal et certains Annapurna. On arrive à Koto, qui est sur le tour classique des Annapurna, pour directement remonter vers Meta, Kyang, les villages de Nar, de Phu. Là, sur cette partie-là, on peut être un peu en lodge. On fait un rapide passage après avoir passé le Kangla à Manang, qui est aussi sur le tour classique, avant d'aller vers le lac Tilikcho et de ressortir par le Mesokantola pour arriver à Johnson. Donc voilà, je vous propose une petite vidéo qui reprend un tout petit peu du trek que je vous ai parlé. Et cette vidéo va reprendre la partie la plus hors des sentiers battus pour vous donner une idée sur Google Earth. On voit bien la chaîne himalayenne enneigée. Et on peut imaginer les bivouacs, par exemple à Corey Hill, euh, et bien d'autres. On peut imaginer là sur cette petite crête tous les bivouacs qu'on peut avoir sur le pied des montagnes. Et enfin, le Namunla, on le voit bien qui passe au pied du Lamjung Himal avant de redescendre vers Timang. Donc là, c'est le col d'envergure un peu compliqué. Et le reste de l'itinéraire, nous ne l'avons pas fait en vidéo. Euh, J'espère vous le proposer plus tard. Et voici donc quelques images du trek des Annapurna hors des sentiers battus. Donc on peut apercevoir quelques maisons parfois, quelques lodges, mais en fait on est sous tente. Et le Namunla se passe parfois dans des conditions, bon, cette fois-ci c'était un voyage de reconnaissance il y a 2 3 ans, quand il y avait des conditions de neige exceptionnelles, mais en général on passe le Namunla à sec, vraiment tranquille. Et parfois il peut arriver qu'en début de saison, comme en ce moment, hein, il y a quelques jours, il y a eu énormément de pluie au Népal et du coup, il a neigé sur les Hokols, ce qui peut arriver surtout avant le 15 octobre. On reparlera des saisonnalités. Alors après l'Annapurna, l'Everest, dans la zone de l'Everest, c'est difficile de faire des voyages hors des sentiers battus dans le sens où on a surtout le Kalapatar et les Hokols du Renjo et du Chola. Et puis ce qu'on peut, c'est à l'ouest, nous avons le Tachilapsa et la vallée du Walling. Et à l'est, nous avons le Sherpa Nicol qui passe vers le Makalu. Donc on propose les deux. Là, on a choisi de vous parler du Sherpa Nicol. C'est une expédition mythique dans le sens où elle a été organisée par des agences il y a encore une vingtaine d'années. On aimait bien passer par là. Mais c'est un trek avec beaucoup d'enjeux de logistique. Donc on est un tout petit peu en lodge au départ, un peu à la fin sur la Shipton Trail. Sinon, on est vraiment en bivouac. On passe trois cols, mais alors là, c'est trois cols d'envergure, puisque l'Amphulapsa, c'est un col technique à 5000 mètres, à 5850 mètres, très technique. Le West Col et le Sherpani aussi, à plus de 6000 mètres.
avant de redescendre au camp de base du Makalu qu'on peut voir sur la photo à gauche. Donc on campe vraiment au pied du Makalu, voilà la vue qu'on peut avoir. Et on redescend par la Shipton Trail, qui est assez mythique aussi. Ça permet de faire une belle boucle dans la région et d'enchaîner l'Everest avec le Makalu, donc deux grands géants. On peut voir sur la carte l'arrivée par Lukla jusqu'à Namche Bazar et Tangboche, voire Chukun. Tout va bien, on est sur la route de l'Everest. Et après, on bifurque vers l'Amphulapsa, au pied du Barunse. Et après, on enchaîne le West Col et le Sherpa Nicol, souvent la même journée, avant de descendre au camp de base du Makalu. Et puis après, la descente vers Tashigaon par la Shipton Trail. On a une vidéo ici aussi de cet itinéraire parce que ça permet de donner une idée du paysage et des sommets qu'on peut rencontrer. Donc voilà l'approche de Lukla en avion, Namche Bazar, grand classique. Après, on reste dans la vallée qui va au Kalapatar. Et après être passé au pied de la Mada Blanc, on bifurque, on prend plein est pour aller du coup vers passer l'Amphulapsa, aller vers le Barunse, qu'on peut voir qui a un sommet à 7 000 mètres, qu'on propose. Certains des participants ont déjà gravi le Barunse. Et puis on passe les deux cols d'envergure, le West Col et le Sherpani. On essaye de ne pas y rester dormir, mais parfois on doit rester dormir à 6 000 mètres. Et on redescend. Là, c'est vraiment le grand final, c'est le camp de base du Makalu, puisqu'on campe vraiment le nez sur le Makalu avant de faire la grande descente par la Shipton. Voilà, ça demande une logistique, ça demande des porteurs avec un équipement, ça demande des guides expérimentés, comme vous pouvez le voir. Donc voici quelques images. On est souvent en neige, en glace. Et oui, là, il est vraiment important d'avoir des notions d'alpinisme quand même pour ce voyage-là, quoi. Et voilà la grande descente vers la Shipton Trail, en fait, qui passe par des cols à 4 000 mètres à peine, mais tous ceux qui l'ont passé et qui en viennent se disent que finalement, le trek de redescente, lui aussi, est assez ambitieux et assez casse-jambes. Enfin, on arrive sur une zone, du coup, un voyage, plusieurs descentes pieds battus et sur une zone plus méconnue. Donc, on pourrait presque finalement raccorder l'étape du Sherpani auparavant et au lieu de redescendre par la Shipton, on pourrait continuer vers le Kanchenjunga, vers le Kanchenjunga et vers le col du Lumbasumba. Donc un voyage en plus de 30 jours qui est en grande partie en bivouac finalement avec très très peu de lodge. Donc très rare. Le Lumba Sumba, ben, certains y sont passés. C'est un col qui est très compliqué, très difficile de trouver. Il est perdu entre les carcas, entre les bergeries. Il n'est pas évident à trouver. On va évidemment sur ce belvédère au pied du Makalu et surtout on passe par des villages tibétains du bout du monde. Et ça permet de voir vraiment une ambiance, mais d'un Népal hors du temps, un petit peu. Donc on peut voir la montée cette fois-ci. On voyait la descente tout à l'heure avec le Sherpani par la Shipton Trail et le Shipton là. Et là, on monte en fait par cette Shipton Trail. On revient au camp de base du Makalu. Et à partir d'ici, on va vers les villages de Hongong, qui est un magnifique village tibétain, tout petit village tibétain, absolument magnifique. On passe le Lumba Sumba et on arrive sur un autre village du bout du monde qui s'appelle Olangchongola au pied du Kanch, avant de descendre vers Souketar. On peut effectivement aussi, évidemment, imaginer continuer vers le Kanch par d'autres itinéraires. Donc voilà un peu les ambiances qu'on peut trouver dans les villages, les cuisines des villages tibétains. Là, on est à Olangchongola. Donc on voit le fromage asséché, les bouts de viande asséchés et le poêle à bois. Alors on peut voir, c'est assez étonnant, des fils électriques, le monastère au-dessus de Olangchungola, des fils électriques parce qu'il y a des microcentrales électriques, donc avec les rivières, ça permet à certains villages très très loin de tout d'être autonomes en électricité. Donc des belles ambiances, des très belles ambiances. Et puis là, on est vraiment dans la forêt, on est dans beaucoup de forêts, beaucoup de reliefs. On passe même par
une frontière, on est tout près de la frontière tibétaine. Là aussi, c'était des conditions un peu extraordinaires. On était au mois de septembre, donc le Lumba-Sumba d'habitude n'est pas du tout en neige, mais on a la bonne idée de faire des voyages de reco un peu hors saison, ce qui implique les sangsues quand on est hors saison, les sangsues dans les basses vallées et la neige dans les hautes vallées. Après, bah, on peut aborder le Dolpo. Le Haut-Dolpo, beaucoup connaissent. On avait des grandes traversées avant qui allaient du Dolpo vers le Mustang, vers Johnson. En fait, au Dolpo, étonnamment, il y a énormément de pistes, c'est-à-dire que c'est truffé de pistes et de routes. Donc, il est très difficile de trouver un trek qui les évite. Et on a fait récemment un voyage pour le pèlerinage de la montagne de cristal qui a lieu tous les 12 ans avec Laurent Boiveau et une dizaine de participants. Et on a testé en fait ce qui allait être un nouvel itinéraire qui nous permet d'éviter un peu toutes les pistes. Et là, autant vous dire que nous avons formé nos guides népalais parce que c'est vraiment notre ami Laurent Boiveau qui nous a beaucoup aidé à mettre cet itinéraire en place, quoi. Donc 31 jours, que du bivouac. Éviter les routes, c'est un vrai challenge, hein. Il faut vraiment trouver l'école compliquée. Et évidemment, bah, ça nous permet quand même d'avoir les incontournables du Dolpo, que sont le lac Émeraude de Poxumdo, la vallée de Dotarap. Donc dans cette vallée-là, bah, on voit évidemment, on arrive dans un village qui est relié par la route. Et Shegompa et Saldang, dont Saldang qui est le village où a été tourné une partie du film Himalaya, l'enfance d'un chef. Et puis, bah, en fonction des saisons, mais surtout en juillet-août, on voit les caravanes de yak, sachant qu'on peut faire cet itinéraire entre le mois de juin et le mois d'octobre. Enfin, c'est vraiment un trek avec engagé, dans le sens où on passe quasiment une dizaine de cols à plus de 5000 mètres, mais on reste toujours en altitude. Et évidemment, là, il y a beaucoup de villages tibétains du bout du monde aussi. Donc voici l'itinéraire dans ces grandes lignes. On arrive en avion à Djoufal et Dunaï, la capitale, même si maintenant Dunaï est quasiment relié par la route. Et s'il y a des problèmes de météo, on peut maintenant arriver à Dunaï par la route, mais ça reste de longues journées de route. Et on monte direct plein nord vers Ringmo. Donc là, aucune piste. Le lac de Poxumdo. On longe le lac de Poxumdo comme le classique pour aller vers Chegompa et Bijor. Et à partir de là, on emprunte un itinéraire un peu hors des sentiers battus qui passe par le village de Saldang, quelques cols et qui redescend à travers des cols assez inconnus vers la vallée de Dotarap. Donc là, il y a des routes entre Saldang, Dotarap, partout, mais on les évite. Et enfin, la descente entre Dotarap et Dunai, là, c'est inévitable, on a les routes. Mais voilà, cet itinéraire est vraiment tout nouveau. Absolument personne d'autre le propose. Et je peux vous dire que les autres itinéraires, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de journées de route et de pistes. Donc voilà les ambiances qu'on peut trouver en juillet, août et voire peut-être parfois en septembre. Les caravanes de yaks qui viennent, qui vont toujours au Tibet pour faire des échanges entre du sel, de l'orge, mais maintenant il y a beaucoup de produits chinois. On va trouver des bières chinoises, du Red Bull chinois, enfin beaucoup de produits manufacturés. Les temps ont quand même un peu changé aussi, quoi. Mais on garde ces ambiances et ça reste vraiment une dernière des belles grandes aventures d'altitude du Tibet qu'on peut encore vivre maintenant au Népal. Donc là, le monastère de Saldang, où Tinley habite et le peintre aussi du film Himalaya, dans l'enfance d'un chef, habite. Et enfin, bah, le grand final. Le grand final, c'est évidemment notre grande traversée du Népal que nous avons créée en 2018, qui est déjà partie 3 fois et qui partira encore la prochaine fois, donc le 31 juillet 2026 ou le 1er août 2026, pour se terminer le 13 décembre 2026. Donc entre août et décembre, rendez-vous sur cette grande traversée du Népal. Donc 133 jours. Bon, bah, le niveau difficile n'est pas si difficile que ça, peut-être finalement, mais c'est un niveau psychologique, comme on dit. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à affronter beaucoup de choses, beaucoup de météo, beaucoup d'imprévus, beaucoup de changements de programme. Donc, psychologiquement, il faut être aussi en forme que physiquement pour ce voyage. 1500 km à pied, on peut en faire que quelques étapes, hein, donc
parmi les voyages que je vous ai présentés ce soir, certaines étapes peuvent se faire indépendamment. Elles font partie de la grande traversée du Népal. Certains en font 3-4 une année, 3-4 l'autre année, et certains veulent tout faire d'affilée, comme les participants des éditions précédentes et de la prochaine. Donc évidemment, on est les seuls au monde de manière commerciale à la proposer hors les agences locales népalaises, mais sachant que vu l'infrastructure que ça demande et l'organisation, ben, il est mieux d'être constitué des petits groupes et d'avoir des étapes qui se remplissent afin d'avoir une logistique qui tienne la route, parce que pour une ou deux personnes, ça serait très compliqué de le faire. Donc, bon, bah, j'en dis pas plus, évidemment, ça parle de soi-même hein, quand on parle de la grande traversée du Népal. Pendant les 15 premiers jours, on va de Simikot au lac Rara. On est à moins de 4000 mètres, ça permet de bien s'acclimater, de voir quelques villages, dans une région du Népal très peu visitée. Quand on arrive au Dolpo, donc, qui est une grande traversée qui nous permet d'aller vers Johnson, on est en train de voir d'ailleurs si on va pas aller vers l'Omantang, qui nous permettra de voir le Dolpo et le Mustang et d'éviter les pistes. Et enfin, on enchaîne le tour des Annapurna avec le Manaslu, donc nuit en lodge, ça change. Et puis le Langtang, donc le Ganesh Himal d'abord, une région très très peu visitée, avant d'enchaîner le Tilman Pass au Langtang, le Tashilapsa dans la région du Rolwaling, qui sont deux cols d'envergure, un petit peu technique, à plus de 5000 mètres, d'arriver dans la région de l'Everest pour retrouver les lodges de l'Everest et les trois cols et les trekkers de l'Everest. Là, ça fait toujours très très drôle. Et enfin, on passe le Sherpa Nicol que je vous ai présenté tout à l'heure et Lumba Sumba. Donc là, on arrive dans une partie hors des sentiers battus, tout à l'est, qui est souvent la préférée de ceux qui ont pu faire les éditions précédentes. Disons que souvent, ça alternait les régions préférées entre le Dolpo et la région du Kantch et du Makalu. Alors, une petite vidéo afin de vous donner une idée de l'ampleur de l'itinéraire. Donc, on traverse d'ouest en est euh, en 133 jours tout le Népal. Par les hauts cols, donc il y a une lower trail, il y a un chemin qui passe par les basses vallées, par les villages, qui est beaucoup plus facile à faire et à organiser, mais qui ne permet pas d'avoir toutes les vues sur l'Himalaya et sur les hauts sommets. Et donc, on peut voir aussi le plateau tibétain d'un côté, et puis la vallée du Gange et le terrail des plaines indiennes de l'autre côté. Donc là, on surfe entre les hauts sommets. Voilà, pour les cartes animées, j'en profite pour remercier Didier Mille, qui nous aide beaucoup à faire les cartes animées de beaucoup de nos expéditions d'ascension de sommet et de grands treks. Donc voilà, ce trek est né
en 2018, suite à la demande de quelques participants. Et puis, c'était une époque où Trek Magazine organisait un concours du plus beau trek de l'année pour savoir quelle agence allait proposer un trek original et ambitieux. Bon, évidemment, la Grande Traversée du Népal a gagné le prix. Bon, ce qui est pas, enfin bon, ce qui est évidemment, c'est difficile de faire plus grand, de plus grandiose en termes d'itinéraire que ces 133 jours de marche sur la chaîne himalayenne, au pied des géants, au pied des 8000 au Népal, quoi. Donc c'est vraiment une évidence. Donc voilà quelques images de chaque étape qu'on peut faire indépendamment. Donc de Simikot au Lakrara, sous tente à moins de 5000 mètres. La grande traversée du Dolpo, alors effectivement la grande caravane comme on l'appelle, ça permet de passer plus de 30 jours au Dolpo et de voir les fameuses caravanes de yak, de traverser ce pays d'un bout à l'autre du Manaslu aux Annapurna, des Annapurna au Manaslu plutôt, puisqu'on le fait à l'envers, mais on est bien acclimaté, permettent de franchir le Torong Pass et le Larkier Pass, qu'on peut voir ici sur la photo. Et puis le Ganesh, à nouveau, un peu hors des sentiers battus, avec quelques villages, très, très, très sympa, très intéressant aussi, qui permettent de voir un Népal autrement. Avant d'enchaîner les cols d'envergure que sont le Tilman Pass, là, qu'on peut voir, et puis le Tashi Lapsa. Et puis, les hauts cols de l'Everest, donc on arrive sur le Renjo, sur l'Everest, le Lhotse, les paysages absolument extraordinaires, mais du coup sur des chemins fréquentés et des nuits en lodge. Et puis après, on retourne dans le dur avec le Sherpani que je vous ai présenté tout à l'heure, et puis aussi le Lumba Sumba que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc autant vous dire que la fin est ambitieuse, elle est presque. On arrive en plus à la bonne saison, au mois d'octobre, novembre. Un peu décembre au Canche à moins de 5000 mètres. Et donc, du coup, c'est un peu le grand final avec le Kanchenjunga, le camp de base sud et le camp de base nord du Kanchenjunga, quoi. Voilà, donc c'est un voyage qui est parti à 3 reprises, évidemment qui ne part pas tous les ans, qui part plutôt tous les 2 ans. Donc si ça peut vous intéresser, rendez-vous. Déjà, il faut aussi prendre de bonne heure, hein. On a déjà 2, 3 personnes de partants et on a déjà confirmé le voyage et beaucoup d'étapes. Et donc surtout, manifestez-vous. Et puis après, si c'est un programme à réfléchir pour plus tard, c'est le genre de voyage où on ne s'inscrit pas 3 mois à l'avance, quoi. Donc, quelques conseils pour le trek en général au Népal sur ces voyages engagés. Bon, c'est un peu classique. C'est pour l'acclimatation des premiers voyages, pas de la grande traversée du Népal, mais des premiers voyages où on passe souvent par beaucoup de cols à 5000 mètres, il est important de bien s'acclimater pour pas mettre en danger avec un début de mal aigu des montagnes tout le reste du voyage. Donc vraiment, marcher tranquille, boire beaucoup d'eau, beaucoup s'hydrater pour l'acclimatation. En France et à Katmandou, c'est pas le moment de choper un rhume ou d'avoir des problèmes intestinaux parce qu'on a mangé des momos dans un boui-boui à Katmandou. Donc faire un peu attention les premiers jours, peut-être porter un masque à Katmandou, faire attention dans les aéroports et plutôt avoir des journées de visite derrière à Katmandou au retour. Et puis enfin, on a une hotline Ifremont qui du coup prend toute sa valeur pour tous ces treks engagés, dans le sens où on a un téléphone satellite euh, avec nous dans la plupart de ces voyages, avec un caisson hyperbare. Et du coup, on peut appeler nos amis médecins d'Ifremont 24 heures sur 24 si on a un souci, si on se pose des questions. Et enfin, sur ces voyages-là, sous tente, il y a très peu d'électricité. Donc, si vous voulez être autonome, n'hésitez pas à prendre des panneaux solaires et des batteries externes, quoi. Alors, une journée type, sous tente, le petit thé au lit, comme d'habitude, avant de préparer son sac. Et puis, en termes de logistique, écoutez, sur la plupart des voyages, là, sous tente, on est vraiment à 16 kilos. Et quand on a en plus le matériel d'alpinisme pour l'école du Sherpani ou les autres, on peut aller jusqu'à 20 kilos, puisque pour le coup, on a beaucoup de porteurs qui transportent le reste du matériel. Donc, les repas sous la tente, on a une tente messe, on a une tente cuisine, une tente toilette, une tente douche la plupart du temps. Et puis quand c'est en lodge, c'est comme d'habitude, on s'arrête dans les lodges et les pauses, quoi qu'il en soit, en lodge ou sous tente, durent 1 heure. Donc c'est un moment important de la journée.
Quand on retrouve les lodges, parfois, bah, c'est le moment de prendre une douche, d'avoir du wifi, d'avoir un peu d'électricité. Mais sinon, les organisations en bivouac, eh ben, on emmène avec nous toute l'autonomie qu'on a. Et c'est tout à fait une autre ambiance. Je vous le conseille vraiment. En général, on mange beaucoup mieux sous tente avec l'équipe de cuisine qu'en lodge. Je dis ça pour la diversité, pour le goût et pour la quantité. Et enfin, bah, pourquoi partir avec nous? Bah, évidemment, on est les meilleurs. Euh, Blague à part, voilà quoi. Nous, évidemment, on sait où on va. On y va depuis longtemps. Nos équipes sont formées. On a justement des téléphones satellites, un oxymètre, des talkie-walkie, une Garmin InReach pour avoir nos points GPS, le caisson hyperbar, une pharmacie, la hotline. Donc, on a des petits groupes, hein. Même tous les voyages d'envergure que je vous ai montrés, nos groupes ne dépassent jamais 10 personnes, quoi. Exceptionnellement 11, ça peut arriver, mais en général, c'est 10 ou 11, hein. Donc, nos équipes qui font cette grande traversée du Népal, qui ont été formées grâce à nos amis Laurent Boiveau, mais aussi Pierre Martin. Donc, on a parmi les équipes les plus expérimentées du Népal avec nous. Et enfin, comme je vous le disais, bah, Caisson Hyperbar, Yves Remont, et enfin, bah, on a plus de 50 programmes différents sur le Népal. Et bien évidemment, on peut organiser des expéditions rien que pour vous. Voilà, écoutez, évidemment, vous savez où nous trouver. Bah, écoutez, merci à tous, hein, d'être venus. Évidemment, je ne vous ai présenté que 4 ou 5 de ces treks engagés, mais comme vous l'avez vu dans la région du Langtang, dans la région du Rol Walling, dans la région du Kanch, on a encore d'autres voyages ambitieux. On a choisi les plus emblématiques et on a essayé d'avoir une diversité de régions et surtout de vous montrer que la région des Annapurna et la région de l'Everest, malgré la fréquentation, malgré les routes, malgré tout ça, on peut encore trouver des itinéraires très, très intéressants et ambitieux. Donc voilà, c'est pour quand même pour les trekkers expérimentés, évidemment. Et puis après, bah, on a évidemment tous nos itinéraires en lodge. Et la saison, pour tout vous dire, la saison commence dans quelques jours, dans une dizaine de jours, la saison de l'automne, malgré les événements politiques qu'on pu avoir. Donc ça s'est bien calmé, malgré aussi des fortes pluies de mousson qui ont fait aussi beaucoup de morts, beaucoup de dégâts. Donc bah, le Népal a, hélas, l'habitude d'essuyer toutes sortes d'événements, comme je vous le disais en introduction. Et donc, malgré tout ça, on continue à aller voir nos amis là-bas. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Évidemment, on est dispo pour vous au standard quand vous voulez ou par email si vous avez les moindres questions sur ces programmes ou d'autres programmes au Népal. Merci encore à Axel, qui est avec nous ce soir pour la présentation, la magnifique présentation qu'elle a fait. Merci aussi à Didier Mille pour ses très belles cartes animées sur Google Earth. On vous en montrera de plus en plus. Et merci à toute l'équipe de Tamera bah, pour le soutien et pour ce travail d'équipe euh, très très intéressant et passionnant. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation.